Shukrani kwenu wapendwa watazamaji wa Radio na Television Ngoma ya Kivu kuungana nasi kupitia kipindi yenu ya Environnement chez vous ambayo kwa siku ya leo inatembelea Place Mulamba ambako mnakuwa mkishionea wenyewe kupitia picha hizi ambazo zinapigwa naye Sadi Pro mwenyewe akisinzikizwa vile vile kama kawaida naye John Murabazi. Mpango wake Nelia Dika Piero Ganywa Mulume kachunguza kipindi ambayo inaongozwa naye Jeste Kianga. Na kwa leo basi tutafahamu ya kuwa tutazungumzia mengi. Ni kwamba mjini Bukavu Bagira, nini patikana Bagira ni wazee ndio waliamua kuotesha miti kupitia kundi yao ya umoja wa wazee ama uzee bora. Wazee hao waliotesha miti fersan ya kutoka komina ya Bagira hadi karibu na shule ya Institut de Bagira. Na tutazungumzia zingine habari mbalimbali, ila tafahamu ya kuwa dossier yetu ya kabambi ni glissement de terrain. Tunaishi Bukavu ambako ni mji wa bilima, ambako bilima inaanguka, ambako udongo na tereza kila wakati. Hiyo ni evenement kabambi, ila nini inapitikana? Tutaenda upande wa Ile de Réunion. Hiyo Ile de Réunion ni moja kati ya majimbo ya Ufaransa ambayo yanapatikana barani Afrika. Hapo mtafahamu sawa, nao kuna milima kama hapa mjini Bukavu. Mtafahamu nini kama mvua inanyesha inashusha udongo na mengi mtaipokea. Vile vile tutaenda huko nchini Italia ambako ville ya Fratelon 5 minutes et tout il suffit pour que ile ville disparaisse. Juu ya nini? C'est parce que pourquoi glissement de terrain, budongo ikabeba nyumba zote. Nchini Nepal Kathmandu tremblement de terre, watu wanaendelea na fariki. Et donc ni evenement ya kabambi. Na tutamalizia nchini Brazil ambako nini nchini Brazilia samaki zinakufa kuzia pollution. Bukavu hapa tunaweza kama tele samaki tunazikula juu ya njala, peut-être buva samaki asiko mingi, lakini kule wazungu wa Brazil washakuwa nuri. Na kwa hivi tunaenda kupage touristique. Tutenda wapi? Tunaenda ku franc congolais. Kuko image moja wanaita Wagenia. Wagenia ni province orientale ambako watu wanafaa pêche miaka na miaka. Tukia découvrir que ni pêche yenye ishakuwa sa heritage. Na kwa hiyo tunaenda huko jimboni mashariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama province orientale ambako tutadécouvrir yafuatayo kabla turudi katika kipindi hii. Sur les bords du fleuve Congo, les pêcheurs Bagenia risquent leur vie tous les jours pour quelques poissons. Que Dieu bénisse ce fleuve qui nous nourrit et nous fait vivre. Le fleuve Congo est sacré. Pour attraper leurs poissons, les pêcheurs utilisent des techniques de pêche ancestrales, uniques au monde. Ils vont chercher à main nue les poissons que l'eau courante coince entre les rochers. La violence du fleuve confronte chaque jour les pêcheurs avec la mort. Dans la famille de Gilbert, on est pêcheur de père en fils depuis plusieurs générations. Sans le fleuve, il ne serait rien, mais il y a un prix à payer. En 84, j'ai perdu mon grand frère. Le courant l'a projeté contre un rocher. Il s'appelait Kajoli. Mon petit frère, qui s'appelait Puma, est mort de la même façon. Des pêcheurs ont plongé pour le secourir, mais c'était trop tard. Les corps de mes frères n'ont jamais été retrouvés. Ils ont été emportés par le fleuve. C'est ça la souffrance de la pêche. Mais nous, on n'arrêtera pas de pêcher. C'est notre vie. Pour éviter de plonger dans les rapides trop souvent, les pêcheurs ont fabriqué des nasses en bois. Le courant d'eau est très puissant. Dès que le poisson entre dans le piège, il meurt immédiatement. À la fin de la journée, ils se partagent les poissons pris au piège. Quand nous allons pêcher, nous vendons une partie du poisson que nous ramenons. Et le reste, c'est pour nourrir la famille. L'argent de la vente, c'est pour nos femmes et nos enfants, pour qu'ils puissent payer l'école. Et pour rendre hommage à ce fleuve qui les nourrit, les Wagénias enseignent le kabobo à leurs enfants, un sport de force pour leur apprendre à mieux combattre le fleuve.
Kabobo lui donnera de la force. Il pourra s'en sortir face au courant d'eau. Sans cette force, tu ne pourras rien. Voilà pourquoi nous enseignons la lutte Kabobo à nos enfants. Tunafungua kipindi tukienda huko Bagira. Bagira kulipitikana nini? Bagira kuna umoja wa wazee wanaita uzee bora. Wazee wao wanakutana kila mara kwa kuzungumzia mambo ya kusaidia kuendelesha nchi, ila waliamua kwa kuonesha amour ama roho nzuri kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakasema wao watotesha miti huko Bagira. Ni miti zaidi ya 112 ndio wale wazee waliotesha. Wapi? Kutoka ngambo ya commune ama mtaa wa Bagira hadi kunako nafasi ambao wanaita Instiba. Wazee hao walifanya geste yenye ligusa wengi. Mabisi lishimama ziko areve wale wazee, watoto walishimama kwa masomo wakaangalia hali ya wazee, et donc ilikuwa kitu ilitushe. Sasa si benye manguvu tunaweza fanya nini? Donc kwa upande wao watafariki ile miti shinjo tutaifaidika, ila na shishi tunapashwa chukua mfano bora kuzidia hawa. Wamejeleza kwa namna ifuatayo. Kiashikuta si tu kwa association ya wazee na hatuwezi bakia bila kazi. Na wakati hatuwezi bakia bila kazi, tukagundua kama miti banaendelea kuimaliza. Jo basi balitia mawazo pamoja, tukakamata kitu gani yetu, tutakamata miti sababu ya kusaidia gouvernement yetu, kusaidia mazingira yetu ya nchi, kusudi miti ngine nyesi baze tutapanda itabakia fundisho kunye batoto. Ndio maana tulikamataka ile hali ya kupanda miti kila tarehe 13 ya mwisho ya mwezi ya ba 3e age. Sie bauze bora njo tunayoaka funga ile mwezi yetu. Na njo vile kwa leo tunapanda miti yenye tunapanda, tunasindikizwa pamoja na agronome wa zone. Burugumestre wetu anatupatiaka agronome na anatupeleka kwenye tutaenda kupanda miti, wanaenda kutuonyesha. Na njoo hivi tunapanda miti leo, tunashukuru Mungu sababu tunajua kupitia hii miti, kupitia upandaji ya miti yenye tuna... Nous ne pouvons pas être croisés les mains sans même faire quelque chose. Même si nous sommes métiers, nous devons quand même donner un exemple. Que l'État aussi peut voir que ce vieux aussi veut quelque chose pour contribuer dans notre commune et notre pays. Veut quand même aider le pays. Ce n'est pas parce que je suis vieux, je suis aussi donateur au pays. Je dois donner quelque chose que le pays fait quand même au vieux. Par exemple, vous avez entendu que nous sommes intégrés dans le budget. Est-ce que le budget que nous sommes intégrés, nous devons quand même donner quelque chose. On ne peut pas donner parce qu'on donne le budget seulement, mais il faut quand même quelque chose que le pays aussi, les autorités aussi donnent. Nous donnons le budget, c'est vieux aussi. C'est vieux aussi fait quelque chose. Ninaitwa kwa jina la Jean-Christophe Bimpa, nafundisha historia na education civique et morale pale kulise Wima. Ndio, mwalimu, hatujui tendo ambalo mnatoka kufanya hapa kui place de l'indépendance inakutanana nini na kuru ya education civique ambayo unafundisha? Asante sana, ni tendo ya muhimu sana paske leo ni tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka huu. République démocratique du Congo ina célébrer leo journée de l'éducation civique et patriotique. Tulianza na hawa wanafunzi kwanza kuwafundisha kwanza patriotisme ni nini, patrie ni nini. Tukawaonesha kule kwa masomo hero national ni nani. Kisha pale wakati tuliwafunza wakasema sasa tusibakilie mkinywa, sasa vile wakongomani wanazoea kusema mingi bila kufika kutenda. Ndio maana tulipita hapa kufanya nini kwa kukoropa hapa ku place de l'indépendance. Tulipaswa pia kwenda kule kunani ku monument des martyrs, tulipaswa kwenda ku Major Vangume, tulisema tuanzie leo hapa pour que hii acte yenye tunafanya kwa siku ya leo ikuwe sawa vile kashe ya lazima sana
yenye naweza kuwa marke ku historia ya nchi yetu. Ndio mwalimu, Oui. Utuambie kwanza kidogo, hatujue vraiment hatukomprendre puisque ili avizo yake kufikia, mulifanya kazi gani na gani hapa? Asante. Sasa nilikwambia kama ministeri yetu inaitwa sasa, ilikuwa inaitwa zamani enseignement primaire, secondaire et professionnel. Leo hii wanaita sasa enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Hii yenye tuko tunafanya hapa ndio nouvelle citoyenneté. Na yua kama watu wengi hapa wanapasha kutuambia hapa huyu mwalimu na wanafunzi esi hawakutupa kichwa. Me wengine watu wanakomprendre kama hii yenye tunafanya leo itakuwa marqué dans les lettres d'or ku historia ya mji yetu wa Bukavu. Kwani haiko wangu watu wengine ndio wanaweza wazia kama wanaweza fanya hii. Ndio maana wakupita walikuwa wanatuambia mnafanya nini. Mewe peke angalia pembeni yako kuna takata. Watu wote wanaona kama ni hati ya mzuri. Ndio maana lycée wima ilisema journée ya leo pour que kukue kameme sinye kidogo, ndio maana uliwaona hapa wanafanya kazi ya lazima. Tunapaswa sisi wote kuelewa ni kwamba hawa watoto wadogo kama wanaanza tabia ya kuwa na safisha wao wenyewe mahali ambao tunaita place publique, sasa vile hapa wakakomana ile tabia, kesho tutakuwa na mji ambao utakuwa safi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni wao ndio watakuwa viongozi wa kesho. Hatuna viongozi wengine, hatutawaleta kutoka mbinguni. Waongozi ambao wataongoza Kongo kesho ni hao watoto. Na kama hao watoto wanajifunza kuanzia leo, kuanza kutengeneza mahali ambapo sijui kufagia barabara, kuja kukoropa, kurompoint hivi, kufanya makazi mbalimbali, kupanda miti, hapo tutakuwa na uhakika kwamba kesho tutakuwa na viongozi wazuri. Na ndio maana nimekuja hapa nije niwaencourage na niwaambilie kama kitendo ambacho wanafanya ni vizuri na wasifanye leo tu, hata kesho wafanye. Nasikia hata kuna mtu ambaye amepita na uliza anasema namna gani mnatesa watoto kuwafanyisha kazi na hii ni kazi ya Amerika. Unaona akili kama na hiyo. Kwa sababu hata wakati unafagia, hao watoto wanafagia kwenye manyumba zao kila siku bila kuchoka. Hawafagia kwa sababu ni wafanyakazi, lakini wafagia kwa sababu hiyo ni nyumba yao na inabidi iwe safi, iwe proper. Mimi nawazia wengi wa walimu watakamata hiyo kama kawaida. Tunarudi mnamo nyumba posta kuu ambako kunapatikana kituo ya radio na television Ngoma ya Kivu ambayo inawajia katika kipindi yenyewe. Mtafahamu ya kuwa Biaki ambao ni Bukavu Youth Action ilikuwa na activite kabambi. Activite ilikuwa nini? Ya kusensibiliser juu ya protection ya Versailles ya Lac Kivu. Wanani walifanya ilikuwa division provinciale ya mine na protection des ressources humaines en même temps en collaboration avec l'inspection provinciale ya environnement. Tuliona Papa Bayo Basire alieleza babiana ni banafika mule non seulement pour la musique mais inaonekana ya kuwa wanapashwa kuwa edifié juu ya protection hasa ya ziwa Kivu. Walipata mafunzo mbalimbali kama vile mnakuwa mkiona kupitia picha zetu, mafunzo ambayo waliamua ya kuwa watemetre en valeur. Na kwa hiyo basi tunawalika kusikia wale kati ya wale waliowafunza nini walisema kupitia kipindi, nini walikuwa wanaambia wale wa vijana, maeffort gani ambayo inspection provinciale environnement na kwa ikifanya leo, waliedifia wale wa vijana, waliwafunza ziwa Kivu ni nini, gaz methane namna gani napatikana mziwa Kivu na ni kwa nini. Et donc kwenu na nyinyi tunawaita, tunawaalika mujikaze, mkuwe na amour juu ya ile ziwa Kivu. Tunaona deja shakuwa na sedimentation quartier muzima inaota mziwa Kivu dans les années 90, dans les années 80 habikukua chini ya fer rouge pale unaota mziwa Kivu, kitu ambayo furahishe, samaki zikuwa toka pale mapondo vitu ya kadhalika, mais leo tuna regretter. Et donc tusikie waliofunza wale wa vijana walikuwa wanawafunza nini, nusu ya yale waliopokea. Les 10 mètres de ville, c'est une propriété privée de l'État. Ils sont toujours ensemble et ils vivent dans cette zone de frière de charbon de bois. L'insuffisance de dessert à l'énergie électrique. Si on avait suffisamment d'énergie électrique, on n'allait pas consommer le charbon de bois. On n'allait pas faire la déforestation. L'insuffisance des terres arables et d'eau. Vous voyez comment ressemble cette eau-là. Si vous observez l'eau de la rivière Kawa et l'eau de la rivière del Vila qui vous trouverez que là, c'est... Il a dit la beauté du lac, il a dit que ça sera en danger d'ici peu si on n'a pas un environnement n'est pas très bien protégé. C'est ainsi qu'il a établi un parallèle du parc de Nyungwe. Je
Je crois que s'il avait beaucoup de temps, il allait dire, visitez les deux parcs, vous allez voir à quelle échelle les uns et les autres protègent. Bien, tunaondoka basi hapa mjini Bukavu, hasa jimboni Kivu ya Kusini na kwenda huko jimboni Mashariki. Sasa vile tulikuwa tushapatoka kwanza na wandugu wa Wagenia, tunarudi tena hako na nini, tunarudi huko na wale ambao wanaitwa Mungwalo Mining. Mungwalo Mining kule kulitoka kiwango ya pesa ya 2,5 milliards de dollars juu ya exploitation ya or mu RDC. Inendeka huko province orientale à plus de 200 km au nord de l'Ituri. Nini lipitikana kule? Na je nini yo natuinteresse, c'est parce que wana exploiter or, mais est-ce que wana respecter ukingo wa mazingira? Est-ce que wanaotesha miti? Et donc question yetu hapa sasa hii ni kuwa faire vivre namna gani wana exploiter or, franga ngapi walitosha juu ile oro ikuwe haiko shingo. Tutesema wale ambao wanatumika hiyo ngambo wawaambie wenyewe ni nini na juu ya nini. Ni sababu ni mazingira ya Kongo inatutosha jimboni Kivu ya Kusini, inatuhamisha jimboni Mashariki ambako muangalie oro RDC namna gani inakuwaka exploiter. Ni droit yenu juu wengi walikuwa wanatuambia sema tuwarudishie image ya or, tuwarudishie image ya or. Voilà occasion ya kuona namna gani or ya RDC kwanza iko exploiter kote ya Ituri. Mimi namtauliza juu ya Bukavu, juu ya Sud Kivu avec Banro. Mimi nawazia bientôt tutasogelea watu ya Banro, batatuambia nao nini wanakuwa nafanya mu effort ya protection ya environnement. Sadipro twende huko Ituri. Dans cette gigantesque mine à ciel ouvert, les explosions se succèdent. Chaque jour à midi précise, 5 jours par semaine, 200 kg de plastique fracturent la roche. La poussière est à peine retombée qu'une noria de camions évacue les débris. Chacune de ces bennes pouvant contenir 100 tonnes de minerais, le volume évacué quotidiennement est colossal. Nous avons une capacité de production d'1 million de mètres cubes à peu près par mois. Ça correspond environ à 2,2 millions de tonnes qui sont extraites de cette carrière. À 45 ans, Louis Watoum a déjà géré de nombreuses mines par le passé. Mais pour cet ingénieur chimiste de formation, diriger la plus grande mine d'or d'Afrique, c'est un vrai défi. Il supervise 5700 ouvriers de 60 nationalités différentes. Une mine à ciel ouvert, une usine de production d'or, mais également une mine souterraine qui va chercher le minerai à 800 mètres de profondeur. Tout ce qui est rocailleux là-bas, ça vient du puits vertical. Ils emmènent cela pour que ça serve de fondation ici. Et donc ils stockent en fait du minerai sur un pavement en or parce qu'il y a de l'or là-dedans. Il y a du 2 grammes à la tonne dans ce bazar-là. Ils s'amusent avec comme ça là. Le site est d'autant plus exceptionnel qu'il est situé dans une zone totalement dépourvue d'infrastructures. Pour ramener l'électricité, il a fallu créer 4 centrales hydroélectriques sur le fleuve voisin. L'autre défi de Louis Watoum, c'est la situation géographique de la mine d'or. À l'extrême nord de la République démocratique du Congo, à 200 km de la frontière avec l'Ouganda, dans une zone longtemps laissée aux mains de la rébellion. Quand mes copains ont su que je rentrais travailler au pays, mais j'ai reçu des emails et des coups de fil des potes qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, mais ils disent « Mais Louis, t'es devenu fou, mais t'es devenu complètement débile. Tu rentres, à la limite, tu peux rentrer à Kin, mais en brousse, en province, dans le nord-est, Louis. Mais t'es devenu fou, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas ?» Le premier grand défi, c'est la sécurité d'abord. Pourquoi? Parce que ici, nous apportons des capitaux et de la technologie, certes, et notre savoir-faire, mais nous n'apportons pas des armes avec nous. Nous n'avons aucun moyen de défense si jamais il y a une escalade de violence ici. Donc il faut que le gouvernement congolais nous assure la sécurité. Le projet débuté en 2009 aura nécessité un investissement total de 2,5 milliards de dollars. 3 actionnaires se partagent le capital. Une compagnie britannique, Randgold, l'initiateur du projet, à 45%. Elle a fait appel au numéro 3 mondial de l'or, le sud-africain AngloGold Ashanti, à 45% également. Et enfin, l'État congolais, propriétaire des 10% restants.
Aujourd'hui, les représentants des actionnaires ont fait le déplacement sur le site de Kibali. Le PDG fondateur de Randgold, Mark Bristow, et le ministre des Mines congolais, Martin Kwabelulu. Ils viennent assister à la première coulée d'or officielle. Nous avons les casques qui arrivent. Le rendement attendu de cette mine est impressionnant. 17 tonnes d'or par an, ce qui devrait lui permettre d'atteindre son point de rentabilité en moins de 7 ans, dès 2021. Et pour le gouvernement congolais, l'intérêt, lui, est immédiat, car il va permettre une meilleure traçabilité de l'or et surtout de lutter contre les orpailleurs clandestins. L'État doit pouvoir contrôler la production. Et nous avons des services ici de l'État qui doivent, à la production, à la coulée, ils doivent être présents. Ils doivent voir quel est le poids, le numéro du lingot, etc. Si le lingot est bien numéroté et bien pesé. Voilà. C'est ce que nous venons de dire à nos services ici. Jusqu'à présent, 90% des exportations d'or congolaises se faisaient clandestinement. Le site d'exploitation aurifère de Kibali s'est d'ailleurs construit sur une ancienne mine d'or exploitée par les Belges et qui avait cessé sa production il y a une dizaine d'années. Mais le développement de ce projet n'a pas que des avantages, notamment pour les orpailleurs privés installés ici et qui creusaient des carrières artisanales. Il y en avait une dizaine dans la région. Les clandestins se sont fait expulser du jour au lendemain. Auparavant, nous vivions de l'orpaillage. Nous sommes tous des chômeurs. Nous n'avons pas de travaux à faire. Vous voyez, à cette heure-ci, nous, les hommes, nous sommes à la maison, mais on sait comment on peut vivre avec l'avenir et des affaires que nous en avons. Des orpailleurs clandestins qui, pour séparer l'or, utilisaient du cyanure qu'ils rejetaient dans la nature. Aujourd'hui, la mine de Kibali utilise toujours du cyanure, mais les rejets sont étroitement surveillés et traités dans des bassins de décantation. C'est un engagement des exploitants Kibali Gold Mining, garder le site à l'abri de toute pollution pour développer d'autres activités, comme l'exploitation d'huile de palme. Le climat et la végétation s'y prêtent. Le problème, c'est que la région est totalement enclavée. Les pistes sont impraticables une partie de l'année. La seule vraie promesse qui risque d'être tenue, c'est la construction d'une nouvelle mine d'or à ciel ouvert à quelques kilomètres de Kibali. L'isolement de la région ne sera pas un problème puisque la production de l'or est évacuée par avion. Bien, kabla ya kuenda ulimwenguni tutawaalika na kuafronte dossier ya Kabambi, tutawaalika kwanza twende na nyinyi mu forêt équatoriale tukute ndugu wa pigme ambayo wanatuonesha wanatusurprendre na orchestre Kabambi. Mnasema ki mnapiga karaoke mais hakuna karaoke ya Kabambi saa ba pigme. Ba pigme avec ma atu yao ya mule muporo wanaimettre en valeur, wanakupigia danse et donc tunafata kwa nusu ya danse kisha tunaendelea parce que aussi l'agrémentation ni droit ya hii kipindi. Kialo. Mapita bela lifiliko, pita bongo ye mama ye. Mapita bela lifiliko, pita kaka ye. Mapita bela le moniko, pita kaka yo. On y va. Mapita bela le moniko, pita kaka yo. Mapita bela le moniko, pita kaka yo. Mapita bela lifiliko, pita bongo ye. Mapita bela le moniko, pita kaka yo. Mapita bela lifiliko, pita kaka ye. Mapita bela le moniko, pita kaka yo. Mapita bela le moniko, pita kaka ye. Oh de moniko, pita kaka ye. Mapita bela le moniko, pita kaka yo. Et donc nous avons dit mon
kipindi na tunaenda limoya huko nchini Réunion. Pourquoi nchini Réunion? Parce que ile nchi ni nchi yenye iko mu Ocean Indien karibu na bara la Afrika, lakini ni nchi, ni jiji, tuseme ni jiji moya ya nchi ya Ufaransa, haiko kijiji, jiji ya nchi ya Ufaransa ambayo inapatikana mu Ocean Indien. Hiyo Réunion iko na bilima sa Bukavu, Joshua yetu mwa hii kipindi, na kuko etude fulani juu ya glissement de terrain. Unaona nyumba yako inapata mafisiri, unaona nyumba inaanza kuwa iko na bonea, iko na shuka, bilima ilikuwa na nyoroka fasi moya inaanza shuka. Ni juu ya nini? Samvule na nyeshi, budongo inatuma tundu wanaita magaleri. Yo magaleri inafavorize udongo, mai shuke udongo, ikishashuka inenda kuta roche-mer, ndio wanaita budongo ina roche-mer, ndio inakuwa chini yake. Maji ikishashuka inaingia ku roche-mer, inatereza na udongo, na hapo inabeba surtout sol argileux. Sa vile sable vile vile naenda, lakini mara mingi sol argileux iko sensible kwa ile. Na kule Réunion watafiti wa Faransa ambao walishuka pale wanatonesha ambako hiyo shida, wako na matope sashi hapa Bukavu, wako na milima sashi hapa Bukavu, wako na hewa inakaribiana na hapa Bukavu. Tuangalie experience yao, tuifate tu. Hiyo peke na explique nini inashitu na bwana ishi hapa mjini Bukavu, hasa kule mazone ziko répété danger. Mimi nawazia Bukavu yote tellement kiko kwa milima iko kwa danger. Il y a 5 millions d'années, la Réunion naissait au milieu de l'océan Indien à partir d'un volcan sous-marin. Il y a 100 000 ans, l'île était à peu près ce qu'elle est aujourd'hui, avec le Piton des Neiges, le point culminant. Pendant la construction du Piton des Neiges, des glissements de terrain gigantesques associés à l'action de l'érosion vont donner naissance aux 3 cirques, Sillaos, Mafat et Salazie. Les formations géologiques créées au cours du creusement des cirques subissent à nouveau des glissements de terrain avec parfois de lourdes conséquences. Dans certains endroits de l'île, ils sont même particulièrement visibles. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, retrouvons sur place Katiana. En effet, je suis dans le cirque de Salazie, juste en dessous d'Elbourg. Et ici, on voit très nettement ce qu'est un glissement de terrain. Le terrain situé à 150 mètres en contrebas était au même niveau que moi il y a plusieurs siècles. Il a glissé vers le bas et vers la rivière du Mât, juste derrière les champs de canne. Et ça continue encore aujourd'hui. Un peu plus loin, le terrain s'est plissé, ce qui correspond aux petites collines que l'on voit là-bas. Le problème, c'est qu'à certains endroits, sur ces glissements, il y a des centaines d'habitants. En effet, Katiana, le terrain continue d'avancer plus ou moins vite en fonction des secteurs. Par exemple, le cirque de Salazie est l'un des plus surveillés par le BRGM en raison du grand nombre de zones instables répertoriées. À Grand-Îlette, par exemple, les habitants connaissent bien les effets de ce gigantesque glissement de terrain. Ah, monsieur Nouri, bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Oh, t'es que ça l'est arrivé ici, là. Impressionnant. C'est un fichier qui provient par l'érosion parce que notre sauce qui passe dessous. Il y a une sauce qui passe dessous, ils sont du camp là-bas, il reprend la rivière, la Roche-à-Combe là-bas. Il date depuis 2000, moi, on a fait la CA. Depuis 2000? Seulement 2000, oui. Oui, est-ce qu'elle a bougé, elle a continué de bouger? Oui, il a continué. Ben, il bouge en général, tous les ans, il doit bouger au moins. Il descend, rentre 5 et 6 cm par an environ. Est-ce qu'on l'a toujours connu, Grand-Îlette, comme ça, avec des mouvements des glissements de terrain, des mouvements de sol? Oui, avec le mouvement de sol, oui. Depuis oui, il y a 27 ans, depuis moi les petits, de toute façon, on a toujours été. Alors, monsieur Nouri, en fait, là, nous sommes à l'arrière de notre cour. Et dis-moi un petit peu que ça allait se passer ici. Là, le terrain était dans la même descente, mais il n'y avait pas de creux par là. Non. Pas tête là. Il n'y avait pas de creux du tout. Là. La creuse d'un coup, quand ah oui, c'est ça peur, la râle toute. Et malgré tout ça, il ne fait pas peur à où habite ici. Il n'y a pas un de ces 4 de terrain, pareil, ça va. Ben là, quand la pluie tombe trop fort, vraiment, il fait peur quand même. Parce que c'est tout, quand on voit une affaire comme ça, ils tendent les cieux après ou la paix, on commence à avoir un peu peur. Alors, la voix, tu peux nous expliquer ce qui se passe avec la maison de monsieur Nouri et les autres maisons de Grand-Îlette?
Le phénomène qui touche cette partie de Grand Islet, c'est un glissement de terrain, l'un des plus grands glissements jamais enregistrés dans le monde. C'est tout le secteur qui avance et descend lentement à des vitesses différentes en fonction du terrain. Regardez. Ce qui est immobile, c'est le rempart à gauche et les très anciennes coulées de lave qui se situent dans le fond des cirques. Au-dessus, il y a le terrain qui glisse. C'est en fait une couche d'une centaine de mètres d'épaisseur qui avance de façon continue vers la rivière. Ici, on est vraiment au pied du glissement. Regardez, là-haut, au-dessus, c'est une couche composée de blocs et de gravier. Et en dessous, là où je suis, à cause de la pression et parce que la roche a avancé tout doucement, le frottement a fait que la roche s'est transformée en argile. C'est ce que les scientifiques appellent la couche savon parce qu'elle va accentuer les déplacements du terrain. En effet, sous le glissement, les blocs et les graviers se transforment petit à petit en argile. Cette argile va elle aussi favoriser les déplacements. Depuis 2003, dans le cadre du projet MVTER, c'est le BRGM qui coordonne et réalise la majorité des recherches sur le glissement grâce à l'appui financier de l'Europe, de l'État, de la région et du département. Depuis cette date, des résultats novateurs ont été régulièrement publiés. Les scientifiques du BRGM ont disposé différents capteurs dans des endroits stratégiques afin de prendre des mesures très précises et de surveiller de près les mouvements des trois cirques. Et d'ailleurs, Romain est en train de travailler. Bonjour Romain, bonjour. Quels sont les différents capteurs que vous utilisez? Alors ici on a un GPS qui enregistre les déplacements quasiment en temps réel. On en a 10 installés comme ça à Salazie. Et sur certaines maisons, on a mesuré des déplacements de 10 mètres depuis 2003. Mais ce ne sont pas les seuls outils que vous utilisez. Non, on a aussi d'autres techniques pour mesurer les déplacements, je vais vous les montrer. Et là en revanche Romain, ce n'est pas un instrument mais une borne qui vous sert pour vos mesures. On a aussi 150 bornes géodésiques réparties sur les 3 cirques de la Réunion, qu'on vient mesurer tous les 6 mois avec cet appareil qui est un GPS. Et ça nous permet de calculer les déplacements au niveau de chacune de ces bornes. Elles vous servent à quoi ces mesures? Plus concrètement, ça nous permet de localiser les endroits où il y a des mouvements et aussi heureusement les endroits où il y en a pas. Le suivi du glissement de terrain de Grand Islet met en évidence qu'il est en mouvement permanent. Les différentes parties de l'îlet n'avancent pas à la même vitesse. La vitesse de déplacement augmente depuis le haut du glissement vers le bas du glissement. Ainsi, à l'avant, le terrain se déplace de 30 à 55 cm par an. Dans la partie centrale, celle qui est habitée, le sol bouge de 15 à 30 cm par an. Ces vitesses diminuent ensuite progressivement vers l'arrière du glissement. Les dégâts les plus importants se produisent à la jonction entre ces différents compartiments. Malheureusement, le glissement ne peut pas s'arrêter contre le rempart qui est en face, car la rivière emporte continuellement les matériaux. Le terrain avance donc sans trouver d'obstacle. En contrebas d'Elbourg, de l'autre côté du cirque de Salazie, les vitesses de déplacement sont encore plus importantes, et des habitations se sont même déplacées de plus de 10 mètres au cours des 10 dernières années. Sur cette photo aérienne, on voit le tracé des routes et en jaune, la position des maisons il y a 10 ans. Tout s'est déplacé de 10 mètres vers le nord. D'accord, donc ça veut dire que l'eau joue un rôle dans les déplacements. Moi je pensais que c'était l'inclinaison de la pente qui était responsable et la couche savon. Pas seulement, les habitants de Grand Islet le savent bien. Quand il pleut sur Salazie, il y a des accélérations du glissement. Tout ça c'est un peu abstrait, est-ce que vous pouvez me montrer comment ça fonctionne? Alors, en fait le tas de sable, c'est le glissement de Grand Islet. Et la plaque de verre, c'est son substratum, c'est la base du glissement. On voit que dans cet état, le glissement glisse très doucement, on ne voit pas de déplacement à l'œil nu. C'est-à-dire en saison sèche, on est d'accord? Voilà, ça ouais. représente l'état en saison sèche. Par contre, en saison des pluies, lorsqu'il y a une pluie, on va voir que les déplacements s'accélèrent. On voit le glissement qui commence à accélérer. Donc on voit très bien que l'eau a une action très importante. On voit même les fissures. Ah oui, on voit qu'elles sont beaucoup plus nombreuses dans la zone la plus rapide, qui est en pied de glissement, alors que la zone amont, qui est moins rapide, a moins de déformation. C'est impressionnant. Les principaux moteurs du glissement à Grand Islet sont la gravité qui reste toujours la même au cours du temps et le niveau des eaux souterraines. En effet, les études les plus récentes ont montré que les variations de ce niveau d'eau dans le glissement avaient une influence sur la vitesse de déplacement du sol. Quand le niveau d'eau augmente, le frottement diminue à la base du glissement et donc les déplacements sont plus importants. La pluie joue donc le rôle d'accélérateur des mouvements. À chaque saison des pluies, l'ensemble du glissement accélère. Pendant la saison sèche, le glissement ralentit mais continue d'avancer car le niveau de la nappe reste suffisamment haut même s'il ne pleut pas. Ça, les habitants le savent bien, la saison des pluies est la période où de nouvelles fissures se forment dans les maisons et sur les routes.
inatubeba nchini Italia. Maregre ya budongo bandugu, kama ujere budongo bia yote kujere sasa mubaya. Et donc Italie kuko ville na iko kubilima sai Bukavu hapa. Mais ile ville ilikuwa na surprise 5 minutes et tout. Ville kaishi ilisha namna gani? Ile ville ilipata shida. Glissement de terrain, udongo ukaenda. Et donc twende kwa ile ville ya Fratello. L'image est à peine croyable. Autour du petit village de San Fratello en Sicile, c'est toute la montagne qui se met à glisser. Courez, courez! Le maire du petit village avait pourtant donné l'ordre d'évacuer, mais jusqu'au dernier moment, certains habitants avaient préféré rester. Depuis plusieurs jours, de fortes pluies avaient fragilisé la montagne et les autorités s'attendaient à un glissement de terrain. Hier, en fin d'après-midi, la terre a commencé à bouger et pendant plusieurs minutes, la montagne s'est effondrée. Ce matin, les services d'équipement ont constaté l'étendue des dégâts. Dans le village, par endroits, des crevasses très profondes. Et tout autour, des routes complètement dévastées. J'ai cru que c'était la fin du monde. Un terrain aussi énorme qui bouge, j'ai jamais vu ça. En 1922, le village avait déjà été totalement détruit. Nini ilipitikana huko. Mara moja tunatoka huko Villa Fratello nchini Italia tunaenda Asie kulikuwa nini? Asie kulikuwa surprise ya kabambi ilikuwa tremblement de terre de magnitude de Richter 7.5 jamais ya kwa Afrika. Batu wakakufa ovyo. Ni wapi? Ni nchini Nepal. Capital Kathmandu ndio tunatembelea. Bandugu mwende tu mnaona surprise ya budongo tunaikalia mengi tetemeka. Aussi tunakimbia juu ya nini? Tunakimbia nicho tunaepusha maisha. Donc environnement inatubeba nchini Nepal, hasa mkapitali yake Kathmandu, kwenye bila watu walilia watu wao. Jamais Mungu atusaidie sifikake mu RDC. Pérez. Il faut faire vite pour tenter de dégager des survivants. Le centre de Katmandou vient d'être frappé par un séisme de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter. Cette tour de 8 étages, l'un des plus célèbres monuments historiques de la capitale népalaise, s'est effondrée. En dessous, des dizaines de personnes sont prises au piège. Les habitants grattent le sol à main nue. Ils s'organisent comme ils peuvent. Mais des débris, pour le moment, il ne ressortent que des corps sans vie. La terre a tremblé à l'heure du déjeuner. Entre 30 secondes et 2 minutes selon les témoins. L'épicentre est localisé à 80 km au nord-ouest de Katmandou. Le séisme est ressenti jusqu'en Inde, à New Delhi. Immédiatement, les habitants de Katmandou sortent dans la rue. Ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Mon véhicule s'est mis à bouger tout seul. J'ai cru que j'allais tomber. Alors j'ai réalisé que c'était un séisme. J'ai senti de grandes vibrations. Il était presque midi. L'immeuble a commencé à trembler. On a réussi à descendre du 7e étage. Un balai incessant d'ambulances. Plusieurs immeubles et bâtiments historiques se sont écroulés. Sur certaines routes, d'énormes fissures. Les dizaines de blessés sont soignés dans la rue, à même le sol. Les hôpitaux sont débordés. Difficile encore d'établir un bilan précis. La terre a tremblé jusque dans la région du mont Everest. Il pourrait y avoir des victimes parmi les alpinistes en expédition, mais à l'heure actuelle, aucun hélicoptère de secours ne peut accéder à la zone. No comments ila pole kwa wale ndugu ambao waliweza fariki kupitia ajali hiyo. Ile ilikuwa resama mwa 2015 tu, msazini vya zamani hapana. Et donc tunaenda mara moja ku wale ambao wanawaza ingine teknolojia solution kuma danger ya udongo. Wanasema tellement que majira inatuharibikia yulu kwa watu wanapata shida, tushuke chini ya udongo. Na leo nouvelle technologie inatuma wale ambao washa endelea kiakili wanaanza create ma ville souterraine, na tunaenda hapa
ville souterraine moya ya huko Canada. Canada ni barani Amerika, ambako wao solution yao ni kutia ville souterraine juu. Kama kule yulu binaharibika, bote wanashukia mbudongo, na mule mbudongo naendelea tuna vivre ma merveille moya yenye ulikuwa naishi huku nje ya udongo. La bote unakuta mkabo chini ya udongo, siwe kama ni njia unaenda na gari chini ya udongo, vyote manyumba, masala ya kuchezea, mema stade chini ya udongo. Na hapo tunaenda huko Canada, ila mtayua vile vile ya kuwa Londres aussi huko ile politiki ya kujenga vyote viko chini ya udongo, matren, magari, ma vraie route, manini vyote chini ya udongo. Me La ville intérieure grandit depuis 1962 et va continuer de grandir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place à construire. Bien, surprise ya kipindi ni Bulaya tu. Bulaya kunapita maajabu bandugu. Tunamviaka kwenda Bulaya, na kuna kwa maajabu ya diri. Na maajabu ya leo natubeba huku. Bien, Bulaya kunapita maajabu bandugu. Maajabu gani tutawaletea Bulaya leo ni kwamba Bulaya tunapenda kupaenda. Ila Bulaya kuna kwa shida za mingi. Tutawabeba ku rivière moja. Iko mystique les rivières. Quelques minutes miti ya murefu ilikuwa inaota pembeni ile rivière ikazama. Ni wapi? Ni nchini Ufaransa. Miti kazama, wewe ungekuwa na assiste l'événement, ungesema ni nini? Mnaona kisi miti nazama, lakini eske ni muza? Hapana, ile ni majero si environnement ya ile fasi. Hatuyue kama kuko kitu ilibulule ile miti mule ndani, kama ni teknolojia ya mpya ya kisasa, kama ni nini, mnajionea wenyewe. Tunaenda nchini Brazil. Brazil kuko nini? Brazil ilifika wakati mwa maizini zilileta haya gani? Batu walamuka wakuta masamaki, matone na matone ya masamaki ziko yule ya mai. Mpaka zinauzi bamoya. Batu banapenda fanya nage, batu wanapenda fa entraînement kulaki. Banasumbuka mpaka wanakuwa na malamentation. Lamentation zabo tuzifate kwanza mwa hii reportage yenye tunawaletea. Mais tunawazia ingekuwa Bukavu watu wakikimbilile masamaki wanaikula. Meboe banaanza zitosha mulaki, banatupa pembeni, banenda hata choma. Juu banasipose ki haiko machakula parce que zilikuwa tout simplement toxique na maizine za ile fasi. Mjini Bukavu hatujue juu ya toxication ya Bukavu yenyewe, ila tunaendelea tunakula samaki kwa neema ya Mungu. Basi tufate reportage yenyewe. Malgré des paysages de cartes postales, Rio peine toujours à faire oublier la pollution qui affecte ses eaux. Au sud de la ville, le lac Rodrigo de Freitas était à nouveau recouvert ces derniers jours d'une multitude de poissons morts. Or, c'est ici que se dérouleront dans moins d'un an et demi les épreuves olympiques d'aviron et de canoë. Difficile de ramer dans de telles conditions.
On rame et on commence à se sentir mal, à avoir des nausées, explique cet athlète brésilien. Donc on arrête de s'entraîner et on va se reposer. Les autorités s'affairent à nettoyer les eaux de la baie de Rio, une mission titanesque qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Le gouverneur de l'État a reconnu que les objectifs ne seront pas atteints avant les JO. La dépollution sera terminée d'ici fin 2018, dit-il. Actuellement, 49% de la baie a pu être nettoyée. On devrait arriver à 60% d'ici les Jeux. Un biologiste brésilien a comparé la baie de Rio à une immense latrine et une poubelle. Outre les eaux usées qui s'y déversent, on trouve à la surface toutes sortes de déchets, notamment plastiques, du mobilier ou des animaux morts. Mwisho wa kipindi, wapenda watazamaji wa Radio na Television Ngoma ya Kivu, shukrani kuungana nasi ambao mlijionea wenyewe. Sadi Pro atusaidia kupiga picha hii, na wote waliotia mkono wao tunawapigia asante, hasa kwenu nyinyi wa telespectateur ama watazamaji wa Radio na Television Ngoma ya Kivu ambao mliungana nasi kupitia kipindi. Tukutanane basi kwa siku zingine. Basi asante na siku njema.